intraitable, le cancer inopérable. Donc, l'opportunité arrive pour notre pays, notre beau pays, pour essayer de mettre fin, réduire ce problème de cancer du col dans notre pays. Donc, nous sommes là pour vous écouter parce qu'il y a, dans n'importe quelle situation, il y a des personnes qui sont contre la vaccination et même dans les pays dits du premier monde. Ça arrive là-bas. Ce n'est pas aussi une erreur que nous trouvons dans notre pays. Quelques personnes qui pensent que le cancer du col, ce n'est pas un problème parce que, première chose, ils ne voient même pas ce cas. Ils n'ont jamais vu le cancer du col, ils n'ont jamais vu comment ça se présente. Ils n'ont jamais vu la femme qui vous arrive, qui ne peut rien faire, et voir la femme en train de mourir. Et vous avez des possibilités de faire quelque chose avant, mais les femmes arrivent souvent dans l'état de maladie très avancé. Dans cette webinaire, c'est au moins une opportunité pour que vous pouvez poser des questions de n'importe quel côté que vous voulez. Et nous, on est très fiers d'avoir un vaccinologue devant nous et on est aussi très fiers d'avoir une praticienne comme moi qui peut vous répondre à toutes les questions que vous voulez savoir. Donc, c'est une bonne chose que tout le monde est attaché et hooked on de cette webinaire. Et je pense qu'on peut aller directement avec tout ce qui est programmé pour l'activité. Thank you very much. I can answer questions in English or French, whatever you want to say. I was trying to say that we will start with some presentations, but here I represent two tiers of a person. First, I'm responsible for maternal and child health at the level of the Ministry of Health at the central level. And secondly, I've been practicing obstetrics and gynecology for the past 34 years. And I can assure you that I've seen a lot of cases of cervical cancer, usually in front of me in advanced stage of disease, which I can't do anything. So the opportunity has come for us to put an end, to tie the loose ends of cancer of the cervix in our country. That's why we are going to discuss in this webinar all what you want to know about cervical cancer and all what you want to know about the vaccine, which is at our level now, which is an expensive vaccine if you want to buy yourself. It could be from 60 to 80,000 francs. And now the government of Cameroon with partners are putting it almost, free of charge during the normal vaccination program. It is a good thing for us to discuss so that we can know exactly where we are. But as I said in French, in every country there are people against vaccination. It is not unusual that we see a group of people in Cameroon who don't want any progress in vaccination. So let us see if we can answer to some of the exigencies and probably put an end to misinformation as it always occurs through social media and even person-to-person discussions as we have seen ourselves. Merci beaucoup. Est-ce que je peux aller avec les présentations maintenant? Oui, exactement, okay. Prof. Can I go with the presentations? Okay. Yes, Prof, please bon, go ahead. Je vais vous... Merci. Ce que je veux pour qu'on voit clair, et je pense que vous pouvez prendre des notes, ça doit être une présentation interactive. Ce n'est pas quelque chose qui sort de quelqu'un qui connaît mieux, et celui qui est intéressé. Je veux seulement que nous échangeons. Et donc, je vais vous présenter les généralités sur le cancer du col de l'utérus et le vaccin anti-HPV, qui est le sujet à discussion aujourd'hui. Would I want to change? OK. Donc, we don't need this then? OK. Ça veut donc dire que nous allons discuter avec le plan de présentation que vous avez devant vous. Je veux commencer avec le contexte, qui est un petit aperçu général, pour vous dire que le cancer du col de l'utérus, c'est un problème de santé publique. Même à n'importe quel niveau dans le monde, c'est un problème de santé publique. Et dans notre pays, c'est vraiment un gros problème. Si vous voulez mesurer le problème de santé publique, celui-ci est plus grossière. Ça peut remplir toute la maison, si vous voulez que ça entre dans nos maisons. Un problème de santé publique parce que ça touche beaucoup de personnes. Quand c'est santé publique, ça veut dire que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Et il faut que nous
nous arrimons à la direction générale de l'OMS en mai 2018 qui met l'accent sur l'élimination du cancer du col de l'utérus dans tout le monde. Et cette directive est déjà bien développée. Il faut que chaque pays aligne à cette décision de l'OMS. Donc, il s'était lancé en 2018 au niveau du directeur général de l'OMS. Donc, encore au 63e Assemblée mondiale de la santé, en mai 2020, l'adoption de la stratégie globale pour l'accélération de l'élimination du cancer du col de l'utérus comme problème de santé publique. On peut même dire que c'est santé globale, parce que santé globale, sur le roulette que ça ne touche pas seulement l'Afrique, ça touche partout dans le monde. Dans le but de cette décision, c'est pour éliminer le cancer du col de l'utérus comme problème de santé publique. Moi, je peux remplacer santé publique et avec santé globale, en réduisant son incidence en moins de 4 cas pour 100 000 femmes par an. Donc, le target, le cible, c'est 2030. Et que 90% des filles soient vaccinées de manière complète avant qu'ils atteignent 15 ans. Et ça, c'est un indicateur de santé, reproduction et droits sexuels, droits connexes. De l'OMS Afrique même, c'est une indication pour mesurer le progrès dans la santé de reproduction et droits connexes en Afrique. Que 90% des enfants en moins de 15 ans soient vaccinés. Et que 70% des femmes soient testées, dépistées pour le cancer du col avant 35 ans, entre 35 et 45 ans, et que 90% de femmes identifiées avec le cancer du col, des cellules précancéreuses au cancer, reçoivent le traitement adéquat par des personnels qualifiés. Vous voulez regarder ça, c'est dans le ODD de 2030, cible 3, 4, 30% de réduction de mortalité due aux maladies non transmissibles. Next. Donc, le plan national de lutte contre le cancer de 2020-2025 préconise 3 interventions essentielles de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Première, qui est très importante, c'est la vaccination anti-HPV, qui est le sujet de discussion aujourd'hui. Le dépistage et traitement des lésions précancéreuses, qui est un sujet très important en faculté de médecine, dans les facultés de médecine et dans les programmes spéciaux de spécialisation en gynécologie obstétrique. Et la prise en charge du cancer du col de l'utérus, qui est un sujet très important pour les praticiens aujourd'hui dans notre pays. Et la prévention primaire, le plus efficace de ces infections, consiste essentiellement en la vaccination. Si vous vous vaccinez, vous allez éliminer même le dépistage, vous allez éliminer la prise en charge. Je pense que c'est très important. En anglais, on dit prevention is better than cure. Donc, pour prévenir est très important, plus mieux que la guérison. Le cancer du col de l'utérus est causé dans plus de 99% des cas par le type cancérogène de HPV que nous connaissons. Il y a eu beaucoup d'études, même quand on était jeune en gynécologie obstétrique, nous avons identifié le sérotype pathogène dans notre pays et tout le monde connaît ça. La quasi-totalité des cas de cancer du col est due au virus du papillome humain, HPV, transmis principalement par voie sexuelle, contact peau à peau et pendant l'activité sexuelle avec une personne qui est infectée. Le type S18, c'est 70%. Dans notre pays, ce n'est pas une devinette, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Grâce au professeur Do, que je respecte à tout entier, c'est lui qui avait fait cette étude-là qui montre que la plupart de nos sérotypes de HPV, c'est 18 à 16 dans notre pays.
Et c'est celui qui est vraiment très dangereux, qui est très pathogène par rapport au cancer de l'utérus. Et que les facteurs de risque de cancer du col de l'utérus sont les relations sexuelles précoces, les partenaires sexuels multiples, l'infection à VIH et les autres IST, l'usage du tabac et des choses que nous avons déjà montrées avec plusieurs des études faites par nous-mêmes, par nous les Camerounais. Et je suis parmi ceux qui ont fait cette étude. Donc, je vous dis, donc, c'est ce qui sort de la bouche de la personne qui est vraiment concernée. Next. Next, suivante. L'évolution de l'infection HPV au cancer du col de l'utérus dure environ 15 à 20 ans. Il est connu que les cellules précancéreuses de low grade et high grade ne se transforment pas le lendemain pour devenir le cancer. Ça prend des jours, ça prend des années. Et vous voyez que c'est entre 15 à 20 ans. Et entre ces 15 à 20 ans, on peut être dans une fenêtre fermée qu'on n'a même pas l'idée de quoi il s'agit. Et nous aurons, c'est ça qui arrive souvent dans notre pays. Le HPV est responsable d'autres maladies. Donc, les verrues génitales et d'autres cancers que nous connaissons, mais aujourd'hui, nous voulons parler sur le cancer du col de l'utérus. Aucun traitement antiviral contre l'infection à HPV à l'heure actuelle, on ne connaît pas. Il n'y a aucun médicament qui va moduler le progrès, qui va changer les protéines qui sont dans HPV. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et l'âge de prédilection de développement du cancer du col est compris entre 30 et 50 ans. Mais moi, j'ai déjà vu le cancer du col dans notre milieu ici à 25 ans. Donc, on commence à redresser par rapport à l'âge qu'on connaît. Ici, ce sont les images, d'abord, une vertical section, une section verticale de l'utérus qui peut vous donner toutes les parties de l'utérus que, au moins, tout le monde qui a passé dans la faculté de médecine connaissent. Et le premier image de col là, c'est une image de col qui est normale. Et deuxième, c'est le face précancéreux. Et vous voyez comment le cancer lui-même se présente. C'est exactement quand moi, je fais souvent le spéculum pour faire le diagnostic. C'est comme ça, je tombe dans les difficultés comme celui-là. Je ne connais même pas où tu es dans ce genre d'image. Next. Suivante. Ici, c'est toujours les images. À ma gauche, là, c'est des condylomes. C'est que les condylomes sont les lésions précancéreuses. Si vous voyez le col qui est au milieu, là, qui est divisé en 4 cadrans, vous avez le normal, vous avez le cancer, vous avez le low grade, squamous intraepithelial cells, et les high grade, c'est comme ça nous voyons tout le temps. Tout ça, ce sont les lésions précancéreuses et le cancer lui-même qui est là. Et à droite, ce sont les condylomes acuminés, les condylomes qu'on connaît, qui sont souvent les cellules précancéreuses. Et tout ça, c'est ainsi, vous voyez, donc, chez un homme, le cancer qui est causé par HPV n'est pas seulement une pathologie féminine. Nous trouvons encore, nous n'avons pas encore 7 cas au Cameroun, mais à mon expérience, seul j'ai vu 2 cas seulement dans ma vie. Pour un jeune homme qui avait le cancer du pénis que vous voyez là. Et même parfois, on peut avoir des lésions au niveau des labia, de la bouche de quelqu'un que vous voyez la dernière image à la droite. Next, suivante. Voici donc le cancer qui commence d'abord avec un condylome acuminé, condylome anal. Et ça, c'est au niveau de l'anus. Donc, on peut toujours avoir ce problème-là au niveau de la verge anale. Ça, c'est le typique d'un condylome que nous voyons la plupart du temps au niveau de l'anus. Next. Suivante. Donc, si vous voulez regarder les statistiques mondiaux, vous pouvez parler de 770 000 nouveaux cas à l'échelle mondiale en 2018 seulement.
Et malheureusement pour nous, on ne sait pas tout fait dans les pays en voie de développement. Si je me souviens, il y avait un musicien qui s'appelle Verkis qui avait chanté que Nakomi Tunaka, ça veut dire que pourquoi je suis main noire. Donc vous voyez que toutes les possibilités, la 90 sont dans les pays en voie de développement, surtout nos pays, inclus le Cameroun. Et que 311 000 décès dans le monde en 2018 seulement, et encore 85% dans les pays en voie de développement, y inclut le Cameroun. Et que l'incidence est très élevée en Afrique, y inclut notre beau pays, le Cameroun, que 40,7 pour 100 000 femmes comparé à la moyenne mondiale. C'est le problème qui est vraiment dans l'Afrique, y inclut le Cameroun. Next. Au Cameroun, après le cancer de sein, c'est le cancer du col qui est le deuxième au Cameroun. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le cancer du sein, le sein est ouvert. On peut voir le sein, la femme peut identifier une anomalie au niveau du sein, mais le col est caché là-dedans. Il faut des spécialistes pour ouvrir le vagin, pour examiner le col. Je pense que si le col était dehors comme le sein, le cancer du col va être le premier. Le problème, c'est l'erreur de diagnostic parce que le col est caché. L'incidence standardisée de cancer du col de l'utérus au Cameroun est 31,3 contre une moyenne mondiale de 13. Vous voyez que l'incidence au Cameroun, c'est 3 fois, c'est-à-dire 13 fois 3. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important que nous prenons assez de temps, comme je suis en train de prendre aujourd'hui pour expliquer le monde qui est à l'écoute de 156 nouveaux cas de cancer du col. Si vous faites les femmes qui ont un bas niveau d'éducation, parce que c'est eux qui ne viennent pas à l'hôpital pour qu'on les examine, celles qui vivent dans les zones rurales, c'est eux qui ne sont pas exposés aux médecins comme nous et sont plus susceptibles de mourir d'un cancer du col. Et c'est ça, les trouvailles camerounaises. Suivante. Next. Le coût économique pour la prise en charge d'un cancer invasif est vraiment très cher. Vous voulez parler de 511 millions d'euros. Non, au Cameroun, c'est très cher. Parce que la chirurgie même n'est pas possible. Vous faites seulement la palliation, vous traitez ce que tu vois. Si c'est l'anémie, vous transfusez. Donc, c'est quelque chose qui est très, très cher pour nous ici, que je pense que s'il y a des possibilités de barrer, de mettre fin à ça, en passant par la vaccination, je pense que le pays ici va gagner beaucoup. On peut parler de dividendes démographiques de vaccination contre le cancer du col. Toutes nos femmes qui sont des médecins vont vivre et ils vont contribuer à le développement du pays. Toutes nos BAMC vont vivre, ils vont contribuer. C'est ce qu'on appelle la dividende démographique de vaccination contre l'HPV. Si nos femmes vont rester vivantes, ils vont augmenter les gains démographiques, le gain économique de notre pays. Le coût des matériels aussi, c'est très difficile. Et encore, la souffrance psychologique. Il faut jeter l'œil, il faut même interviewer des femmes qui ont dit même qu'elles ont des cellules précancéreuses. Des femmes là veulent qu'on enlève l'utérus. Il y a beaucoup de femmes de moment qui refusent le traitement qu'on connaît pour les cellules précancéreuses. Ils veulent que non, je veux qu'on enlève. Donc, c'est vraiment, ça touche le côté psychosocial de toutes les femmes qui portent le cancer du col et tout le monde connaît. Et il faut des sociologues au moins pour les tirer par rapport à cette ambigu psychologique. Next. C'est ça la graphique de beaucoup de pays qui sont touchés à la mortalité liée au cancer du col. Si vous regardez l'Afrique, quand vous regardez des supérieurs à égal à 30, c'est-à-dire la mortalité, vous voyez que beaucoup de pays africains qui sont ici sont aussi très impliqués dans cette possibilité. Next. Suivante. Donc,
ça c'est des pays qui n'ont pas ce programme national de vaccination contre la HPV. Vous voyez qu'en Afrique, moi j'aime bien qu'on reste en Afrique, hein, parce qu'en Afrique, vous regardez là où se trouve le Cameroun est parmi les pays en Afrique qui n'ont pas encore un programme national de HPV, mais la raison pour laquelle nous arrivons dans les pays où il y a ce programme-là. Next. Parlons donc de cet vaccin. Ça, c'est Gardasil que nous parlons ici. Vous avez deux possibilités de vaccins. À gauche, c'est Gardasil et à droite, c'est Cervarix. Next. Et il existe 3 vaccins homologués par l'OMS dans le monde contre le bivalent Cervarix qui touche seulement les sérotypes 16 et 18, qui est le sérotype bien identifié dans notre pays. Si vous voulez les étager, c'est les sérotypes 16 et 18, nous raison pour laquelle le pays-ci a accepté d'arriver là où nous sommes avec les sérotypes 6 et 18 en utilisant Gardasil. Le quadrivalent, c'est-à-dire c'est un vaccin qui va prendre 3 sérotypes, 6, 11, 16 et 18, et la nanovalent qui prend 9 sérotypes. Vous voyez là le 6, le 11, le 16, le 18, le 31, le 33, le 45, 52 et 58. Toutes ces sérotypes-là se trouvent au Cameroun, mais avec l'importance qui n'est pas comme le sérotype 16 et le sérotype 18. Est-ce qu'on peut prendre le nanovalent? Non, on ne peut pas le prendre, parce que même quand vous utilisez le Cervarix, qui est sérotype 16, ça a aussi des effets sur le reste des sérotypes que nous connaissons, que vous voyez là. Donc, le vaccin qui sera utilisé au Cameroun est le quadrivalent et ça protège contre le cancer du col et le condylome acuminé. Donc, Gardasil, c'est ça que nous avons pris, qui va protéger contre le sérotype 6, 11, 18. Et cible, nous avons ciblé les filles de 9 ans et la calendrier, c'est 2 doses d'au moins 6 mois d'intervalle. Entre le premier et deuxième dose d'intervalle d'au moins 6 mois. C'est-à-dire, si l'enfant prend première dose aujourd'hui, la deuxième dose sera en 6 mois. L'intervalle maximum entre 1 et 2 doses, c'est 15 mois. Ça veut dire, même quand vous ne voyez pas l'enfant qui doit prendre la deuxième dose, après 6 mois, vous pouvez aller loin jusqu'à 15 mois. Ça sera toujours utile et important. Le vaccin qui sera utilisé au Cameroun est le Gardasil quadrivalent, qui va protéger contre les 4 sérotypes que vous avez vus. Et ça protège contre le cancer du col et le condylome acuminé, qui sont les précurseurs du cancer du col. Le vaccin Gardasil est efficace et sûr, et très sûr. Si nous avons l'expérience, on peut, les autres dans les pays du monde vont dire que c'est ce que nous parlons ici, c'est vrai. Les contre-indications de vaccination contre le HPV sont l'allergie après une dose précédente de vaccin, la grossesse, les maladies fébriles sévères. Donc, si quelqu'un a réagi contre la première dose, exactement, c'est une contre-indication pour la deuxième dose. Voici la situation d'introduction de vaccins anti-HPV dans le monde et en Afrique. Vous voyez les pays qui sont là en Afrique. Le Cameroun, nous sommes projetés maintenant pour faire une vaccination nationale qui sera dans la vaccination de routine. Ce n'est pas une campagne. Donc, nous voulons arriver avec les autres pays en Afrique qui sont déjà commencés à faire cette vaccination. Next. Et situation d'introduction de vaccins anti-HPV dans le monde et en Afrique, si vous regardez le Cameroun,
le Cameroun doit être parmi les pays qui doivent commencer maintenant. Et nous sommes là pour vous annoncer que ça va se commencer dans bientôt. Je pense que c'est les pays qui ont déjà introduit ce vaccin dans le monde et en Afrique. Vous savez que le Cameroun avait déjà introduit ce vaccin dans la phase pilote. Fumban était en front line de cette activité. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de problème avec cette introduction, que c'était en 2013 jusqu'à 2016 que nous avons déjà introduit. Donc, nous ne sommes pas pour la première fois cette activité d'introduction au Cameroun. Next. Donc, quelle est l'importance du vaccin anti-HPV? La vaccination prévient jusqu'à 90% des infections à HPV, qui est la première cause de cancer du col. Et une moyenne complémentaire au dépistage par prélèvement cervico-utérin, ce qu'on appelle le frottis, pour éradiquer le cancer du col. Le profil de tolérance de ces vaccins repose sur une surveillance de plus de 10 ans. 13 ans de commercialisation avant plus de 300 millions de doses distribuées dans le monde jusqu'à nos jours. Le succès de la campagne de vaccination associée au dépistage couvre la perspective d'une éradication du cancer du col de l'utérus d'ici une quinzaine d'années. Next. Je pense que ce que j'avais pour vous donner comme les présentations, je laisse maintenant, il reste à vous de nous poser des questions. Vous pouvez, on va prendre vos questions pour si vous voulez exactement quelque chose que vous n'avez pas vu dans ces présentations. Avec notre expérience, on peut vous donner la réponse. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, professeur Mbou, pour cette présentation qui nous a beaucoup illuminé sur ce qui concerne le cancer du col de l'utérus et ce vaccin contre l'HPV. Déjà, il y a quelques questions dans le chat que je vais me faire le plaisir de vous lire, prof. Et puis, j'invite ceux qui sont dans la salle, si vous voulez poser votre question de vive voix, de grâce, levez votre main et je vous donnerai la possibilité de prendre la parole et de poser des questions. Donc, pour le moment, nous avons 3 questions. La première question vient de Maria Dia qui dit « Pourquoi les filles de 9 ans comme cible, s'il vous plaît ?» Prof? Nous voulons prendre des filles qui n'ont pas encore commencé le rapport sexuel. Vous savez qu'à 11 ans même, j'avais un cas et le ministre de la Santé publique avait envoyé une jeune fille de 11 ans qui était enceinte, que j'ai suivie jusqu'à l'accouchement et je l'ai accouchée par la césarienne. Donc, on commence à voir des enfants, même à 10 ans, qui commencent à faire le rapport sexuel. C'est pour ça que nous avons capté des enfants de 9 ans qui n'ont pas encore commencé le rapport sexuel. 7, nous avons parlé que le cancer du col est parmi à l'âge de 30 et 45 ans, oui. Est-ce que nous pouvons prendre ça comme le cible de vaccination? Non, parce que cet âge-là ont déjà eu le rapport sexuel et peu déjà des carrières de HPV, et vous allez leur additionner encore de virus sur tous les dents. Donc, il est mieux de capter les enfants qui n'ont pas encore commencé le rapport sexuel, raison pour laquelle 9 ans est l'âge où nous avons accepté. Mais dans les autres pays, c'est entre 9 et 14 ans. Notre système ici montre que même dans notre enquête démographique et santé, on peut avoir les grossesses chez l'adolescence mineure, parce que l'adolescence est divisée en 2. L'adolescence, elle, qui est entre 10 et 14 ans, et qui est entre 15 et 19 ans. Dans notre milieu, on commence à voir les adolescents jeunes qui tombent enceintes à 11 ans, à 12 ans. C'est pourquoi nous voulons éliminer cet âge-là pour commencer avec ceux qui sont encore plus précoces par rapport à l'activité sexuelle et qui n'ont pas encore commencé le rapport sexuel.
D'accord, merci beaucoup. Prof, j'espère que Maria Dia, vous avez trouvé la réponse à votre question. And Prof, that question is in line with another question from Skinner Lekelem. I hope you have given her the answer because the question was, thank you, Prof, for your presentation. I wish to know, given that EPI target is 9 years, targets 9-year-old girls, if a parent of a 13-year-old or more girl who is not yet sexually active, will that child receive the vaccine? So I think you have already answered. The problem is that you may have some 13 years old who are sexually active and 13-year-olds who are not. There is going to be a clinical evaluation to know whether they are active or not active. So it is important to catch the children when they are not even, you are not in equipoise. You are not confused. You cannot say at 9 years they already started sexual intercourse. That's the reason why we have gone down to 9 years. Some 13 years, as I told you, have already started having sex, I've even delivered. I told you of 11-year-old that I delivered. So we don't want to get into that kind of difficulty where you need to do a special training to eliminate sexual activity or no sexual activity. We don't want to get into that. So we want to get into where we know that there is at least no beginning of sexual activity at 9 years. That is the reason why we have chosen the 9 years. Thank you very much, Prof. Il y a une question de Ansel Emmanuel Songo qui dit quelle était la cause du cancer du col chez la fille de 25 ans dont parlait le prof. Il a 2 questions. Et puis la deuxième, c'est dans la diapo fardeau 4/5 que j'affiche sur l'écran. Le prof peut-il expliquer la situation épidémiologique du Cameroun? D'abord, la fille que j'ai trouvée à 25 ans, je pense que ce n'est pas moi qui ai cette expérience. Il y a l'équipe de HGOPI, au plan général pédiatrie, dans l'obstétrique pédiatrie de Yaoundé. Les cas de CHU, bref, n'importe où on trouve des gynécologues, il peut avérer qu'il y a aussi des filles de 25 ans qui ont déjà des cas. Moi, j'en ai au moins 3-4 dans mon service, la maternité de l'hôpital central. Est-ce qu'on peut savoir la cause? Non, parce qu'on les a captés à la fin de maladie. Ils sont venus à stade 4, qu'on ne pouvait rien faire. Et je pense que la fille que je parle là, les 2 filles que je parle, n'ont pas vécu. Parce que même avec la radiothérapie et tout ça, ils n'ont pas vécu encore ce qu'on appelle 5 years survival rate. Ils n'ont pas atteint les 5 ans de survécu de la vie après cette infection. Donc, vous parlez d'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est ce que je viens de vous présenter. Ce sont des filles qui ont de multiples partenaires. Ce sont des filles qui commencent le rapport sexuel à bas âge. Ce sont des filles qui sont infectées par HPV. Ce sont des filles qui sont des femmes qui sont de niveau socio-économique bas. Ce sont des filles qui sont dans l'arrière-pays. Et j'avais expliqué qu'elles sont dans l'arrière-pays parce qu'ils n'ont pas de possibilité de faire de dépistage. Et ce sont des filles qui ont toutes ces caractéristiques que je viens de vous annoncer. Bas âge, ça veut dire qu'ils commencent les rapports sexuels très précoces. On disait que l'épithélium de col, quand vous commencez à faire des rapports sexuels, il y a des possibilités de traumatiser cet épithélium quand la fille est très jeune. Donc, voici l'épidémiologie des femmes camerounaises. Si je peux faire un résumé, c'est des femmes à bas âge qui commencent les rapports sexuels, c'est des femmes qui vivent dans l'arrière-pays, c'est les femmes qui n'ont pas un niveau d'éducation très élevé, c'est des femmes qui ont beaucoup de multiples partenaires, c'est des femmes qui viennent souvent, même rarement, se faire consulter. Elles peuvent avoir des coulements anormaux de vagin. Elles pensent que c'est normal. C'est des choses comme ça. Ça, c'est l'épidémiologie claire du Cameroun. Mais par rapport à l'âge, c'est entre 30 et 45 ans que nous voyons le cancer au Cameroun. Mais il y a des rares cas où on trouve des cas à 25 ans, comme je viens de vous expliquer. Et je vous ai dit qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes-là. Au moins les 2 que je connais. Après 5 ans, ils n'ont pas pu vécu parce qu'ils avaient le cancer du corps de stade 4. Et je ne peux pas dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais ils avaient des caractéristiques épidémiologiques qui font corps avec les personnes qui pouvaient avoir le cancer du corps. Merci, Prof. Dernière question dans le chat avant de passer la parole à Tangana Nestor pour sa question. Il dit, parmi les vaccins autorisés, c'est une question de Jonas Yedidia Alirou. Parmi les vaccins autorisés, lequel est le plus efficace ou offrira une protection optimale? C'est Gardasil, que je viens de vous dire, qui protège plus de 90% de femmes. Voici le vaccin que le Cameroun a accepté, que ça vienne ici. Parce que ça protège contre 4 sérotypes de virus.
Donc, c'est ça que nous avons accepté pour le pays à cause de son efficacité et à cause de sa couverture des stéréotypes de HPV que nous voyons dans notre pays. Je vous ai dit que ce qui est très important pour nous ici, c'est le 16 et le 18. Mais nous avons aussi ajouté celui comme le 6 qui donne les cellules précancéreuses, les condylomes, tout ce que les condylomes, c'est eux qui vont progresser pour le cancer du col. Nous avons choisi le vaccin qui s'appelle Gardasil, qui est efficacité sûre, mondiale, testée partout où il est utilisé. OK, merci beaucoup, prof. Je vais maintenant me retourner vers Atangana Nestor. Votre main est levée. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. OK, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir permis l'expression. J'ai juste une question. Le professeur a évoqué la situation d'une fille de 9 ans qui était déjà enceinte. Alors, lorsqu'on se retrouve face à cette situation, est-ce que la vaccination est toujours indiquée? Dans le cas contraire, vu nos conditions sociologiques, on sait que la majeure partie des femmes, enfin, on va trouver une grande partie des filles qui à 9 ans entretiennent déjà des rapports sexuels. Que faire à ce niveau? Sont-ils encore éligibles? Ou alors, est-ce qu'il y a possibilité de les vacciner plus jeunes avant l'âge de 9 ans? Merci. Non, j'avais dit que c'est 11 ans, pas 9 ans. Nous n'avons pas, sauf, je n'ai pas le clé mémoire, mais j'ai le clé mémoire parce que c'est moi le directeur de santé familiale qui sillonne toute l'information par rapport aux grossesses. Au Cameroun, on n'a pas encore eu une fille de 9 ans qui a eu la grossesse. Je vous parlais d'une fille de 11 ans qui était enceinte, que le ministre m'a envoyé pour le suivi et jusqu'à l'accouchement. Et je me suis, donc, j'ai pris la fille et je l'ai accouchée par césarienne. Jusqu'aujourd'hui, aucune fille au Cameroun a eu la grossesse à 9 ans. Raison pour laquelle c'est cet âge-là qui est très important pour nous, qu'à 9 ans, la fille n'a pas encore exposée sous les activités sexuelles. C'est l'âge-là qui est très important pour nous. Donc, comprenez-moi bien, c'est 11 ans que j'ai vu la fille qui était enceinte, ce n'est pas 9 ans, et qu'on n'a pas encore dans nos statistiques camerounaises trouvé une fille de 9 ans qui est tombée enceinte. Mes collègues qui m'écoutent peuvent me démentir. Mais en tant qu'être gynécologue de 34 ans, je devais avoir au moins une fille un jour qui a 9 ans. Et j'ai déjà suivi au moins 4500 femmes enceintes camerounaises. Parmi cette cohorte de femmes enceintes camerounaises, aucun a 9 ans. Donc 9 ans est très important pour nous, pour qu'on peut prendre des filles qui n'ont pas encore eu même l'histoire du rapport sexuel. C'est ça que je vous ai expliqué. Merci. OK, merci beaucoup, prof. Et je vois qu'il y a des discussions très intéressantes dans le chat. Et il y a le docteur Hassan qui contribue en disant que le HPV se transmet dès les premiers rapports sexuels et on ne vaccine pas après être exposé. C'est le principe de la vaccination. Maintenant, il y a toujours une question de Jonas Yedidia Alirou. Un enfant né d'une femme malade ou du cancer, peut-il ou elle être malade aussi? Prof. L'enfant peut être né avec le cancer, mais nous n'avons pas encore eu le cancer de col congénital. Les filles peuvent naître avec les bochides, avec les hygromes, avec tout le cancer qu'on trouve au niveau de la période périnatale. Mais on n'a pas encore eu d'histoire dans le monde qui trouve le cancer du col dans la période périnatale. Ou même pendant les premiers 20 ans même, on n'a pas encore eu un cas. Si on avait trouvé un cas, on doit publier ça et nous tous, on va voir. Le plus bas âge que je vous dis à l'expérience camerounaise, c'est 25 ans. Et dans les pays aussi qui ne sont pas des pays camerounais, les publications que nous avons vues, c'est 25 ans. On n'a pas encore arrivé à 20 ans. Donc, les filles nées avec des malformations, avec des cancers congénitaux, oui, sont être là. Vous voulez savoir si on peut les vacciner? D'abord, ils ont un problème. Si le problème n'est pas le cancer du col, si on peut traiter les cancers, parce que la plupart des cancers de bas âge, là, les périodes périnatales, peuvent être traités. Si elle les traite maintenant à 9 ans, ce n'est pas une contre-indication pour avoir la HPV. Parce que la HPV est maintenant ciblée au cancer du col. Ce n'est pas le cancer du col, le col n'est pas un cancer congénital.
Okay, thank you very much, Prof. Another question from Skina Lekelem, still coming back with the issue of age. Says in some localities, children do not have birth certificates and even their parents do not know their ages. How do we determine in such situation who to vaccinate? All right, that is a very tricky question. They don't have a birth certificate, yes, that is true. But the woman can be able to tell you when that child was delivered. She can attach the delivery of that child to an event. For example, when there were elections, the presidential elections, that was the day the child was delivered. We know when there are presidential elections. It can be during the 20th May event. We know when there are 20th May. So 30% of Cameroonians, African women, especially in Cameroon, don't know that the last menstrual period. But we try to associate all those dates to an event. A woman that delivers a child can tell you exactly whether it was very close to this period or very close, and an intelligent healthcare provider can be able to approximate the age of the child. So no child should be left out because the date that the child was delivered was not known. The mother can help us get an idea. And physically, when you look at a 9-year-old child, we can identify a 9-year-old child. We don't have time to go and do bone aging. We can be able to look at a child which is 9 years, and we can know that child does not have, you look at, there's what we call Tanner classification of the breast. That child is in Tanner 1. So you cannot fail. A child which is 10 years will be in Tanner 2, Tanner 3. So the doctors or the clinician who are going to look at the child at the age of 9 is still going to have the breast that looks like the breast of a newborn. And that is Tanner 1. So we have all the measures that we can use to be able to attach an age of 9 to any female, any child who is a girl. Thank you very much, Prof. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Napani Jean-Claude du GTCPF pour la suite de la modération. Merci beaucoup. Merci Charlotte, bonjour à tous. Nous allons continuer. Oui, avec oui. OK. Alors, on va continuer avec les questions. Je vois la main de Jonas Edidia levée. Je ne sais pas si c'est une ancienne main. Si c'est une nouvelle, il peut activer son micro et prendre la parole. Merci. Alors, est-ce que vous me suivez? Oui, on vous suit. 5 sur 5. OK. Bonsoir, merci, professeur, pour toutes ces explications. Merci. Donc, la question concerne la vaccination. Quand est-ce qu'une maladie, quand est-ce qu'un problème devient est considéré comme un problème de santé et nécessite que son vaccin soit introduit dans la routine du PEV? Parce que nous échangeons avec beaucoup de personnes qui nous posent ce problème, qui disent, mais il y a d'autres maladies. Il y a par exemple le vaccin contre l'hépatite, ce n'est pas gratuit. Pourquoi c'est seulement ceci? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme argument? Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous posent des questions? Parce que nous sommes une association. Quand est-ce qu'une maladie devient un problème de santé et son vaccin nécessite d'être gratuit et introduit dans la vaccination de routine? Merci. La maladie, quand il touche plus d'une personne, il devient un événement de santé publique. C'est-à-dire, vous avez le cancer du col qui touche seulement une femme au Cameroun, ce n'est pas grand-chose à regarder. Mais si le cancer du col touche de plus d'une femme au Cameroun, il devient un événement de santé publique. Maintenant, si ce cancer du col touche le pays comme le Nigeria, le Ghana, l'Afghanistan, ça devient un événement de santé globale. Donc, le cancer du col est un événement de santé publique au Cameroun, mais il a aussi un volet de santé globale parce qu'il n'est pas seulement une maladie restrictive aux femmes camerounaises. Donc, voici donc la définition d'un événement de santé publique, d'un événement de santé globale. La vaccination contre l'hépatite est gratuite aux enfants. Regardez le calendrier de vaccination est gratuit là. Ce n'est pas le problème de vaccination de l'adulte, non. Le programme de vaccination, c'est jusqu'à les enfants moins de 5 ans. L'adulte n'est pas parmi là. L'adulte
est maintenant dans la vaccination hors PEF. Donc, le vaccin contre l'hépatite est gratuit au Cameroun. Je ne sais pas comment la personne peut dire que ce n'est pas gratuit. Donc, c'est gratuit. Maintenant, vous avez le problème au Cameroun, que ce cancer du col est une pathologie que nous, les praticiens qui voient des femmes touchées, viennent plusieurs fois à un état où on ne peut rien faire, mais il peut être prévenu. Est-ce que vous avez laissé les femmes camerounaises mourir pour une pathologie qu'on ne peut pas traiter, mais une pathologie qui peut se prévenir? Voici donc la politique nationale. La politique nationale est que, comme on n'a même pas de personnel qualifié même dans le pays pour faire les chirurgies qu'il faut pour le cancer du col, il est mieux de prévenir. À Yaoundé, vous avez des médecins comme nous, oui, mais combien de médecins qui sont à Manfred de chez moi, qui sont comme moi? Ils ne sont pas. Mais le cancer du col n'est pas seulement à Yaoundé où ils vont trouver des médecins comme moi. Ça va être à Guidigis. Quel est le docteur de Guidigis qui peut opérer le cancer du col? Ça va être à Lomier. Quel est le docteur de Lomier qui peut opérer? Mais le cancer du col se trouve dans tout cet arrière-pays. Il est donc mieux qu'on protège toutes nos femmes, même qui sont dans l'eau, il faut qu'on les protège. Il ne faut plus qu'elles vont courir de l'Holodof pour venir à Yaoundé pour un cancer du col. C'est comme ça que nous voyons. La plupart des cancers du col que nous voyons viennent de l'arrière-pays parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ne connaissent pas qu'est-ce que le dépistage. Donc, est-ce qu'on peut continuer à laisser nos femmes mourir si cette pathologie peut être prévenue? Le pays a donc investi. Le cancer, le Gardasil se trouve dans les officines pharmacie. Hein. Allez là-bas, vous avez payé ça à 60 à 80 000. Ça ne dit pas que ça n'existe pas dans les pharmacies. Donc, le pays peut vous donner ça gratuitement. Le pays paye. On vous donne gratuitement. Le gouvernement camerounais est derrière pour payer. Donc, comment vous pouvez ne pas être sensitif à toute cette approche qu'on vous donne quelque chose qui coûte 80 000 francs gratuitement? Voici donc l'explication de ce que je vais vous dire. Si vous voulez une take-home message, d'abord, j'ai expliqué qu'est-ce qu'est une pathologie de santé publique si vous avez plus d'une personne qui est touchée. Mondial, si vous avez beaucoup de cette maladie est dans beaucoup de pays. C'est ça l'approche de santé publique et santé globale. Et maintenant, pourquoi vacciner? Je vous dis que dans le pays, si jusqu'à 70 de nos populations sont dans l'arrière-pays, ils n'ont pas les médecins comme nous là-bas. Et quand ils viennent de partout là avec le cancer totalement avancé qu'on ne peut rien faire, c'est la pleure. Nous paierons parce que nous, malgré notre connaissance et compétences, on ne peut pas faire quelque chose à une cancer qui est stade 3, stade 4. C'est rien à faire. Et le gouvernement va réagir pour ne pas que les Camerounais, les femmes camerounaises meurent. Et le gouvernement a cherché des milliards et des milliards pour aider les femmes camerounaises. Si vous voulez vacciner, disons, 2 millions d'enfants, multipliez ça par 80 000, ça vous dit l'argent que l'État va supporter cette affaire-là avec ses partenaires. Ce n'est pas quelque chose à blaguer. Il faut dire, même aller aujourd'hui dans vos réunions de famille, vos réunions de tontines, dans votre église, voici ce que l'État de Cameroun veut faire pour vous. S'il y avait des cancers qui est contre le cancer de la prostate, je serai le premier pour aller me faire vacciner. Je vais amener tout mon village pour aller se faire vacciner. S'il y avait un vaccin contre le cancer de la prostate qui tue les hommes comme moi dans le pays. À partir de 40 ans, votre prostate commence à élargir. Maintenant, ça peut devenir le cancer. Oh, il y a un élargissement juste dit banal. Qui sait qui va être qui? Mais on peut vous protéger si les hommes avaient le cancer, comme le vaccin contre le cancer du col, s'il y avait le vaccin contre le cancer de prostate. Je vous dis qu'avant même que tu ouvres ta porte demain, tous les hommes camerounais seront là. Et vous savez que le pays, c'est 52% sont des femmes. Nous ne voulons plus perdre nos femmes. Ces femmes sont très importantes pour nous. Ils vont devenir les ministres, ils vont devenir les médecins. Les enfants là, comme vous voyez là, si vous entrez dans les facultés de médecine aujourd'hui, je cite un exemple, la faculté de médecine et sciences biomédicales, où je suis professeur titulaire. Avant de tout voir un garçon, vous avez déjà vu
12 à 20 filles. C'est ça les docteurs que vous voulez qu'ils meurent? Ces filles-là n'ont pas eu d'opportunité que ceux qui sont derrière eux vont avoir. Donc, ce n'est pas quelque chose à blaguer. Any other questions? Ah, OK. Merci, professeur. Il y a Dr Judith Senge qui corrobore ce que le professeur dit dans le chat. Elle dit le vaccin contre l'hépatite virale B est un autre exemple d'un vaccin qui, comme le vaccin HPV, s'administre tôt pour prévenir une maladie qui surviendra dans la vie adulte. Et aussi que le vaccin contre l'hépatite virale B est gratuit et est inclus dans le vaccin Penta qu'on donne aux bébés à 6, 10, 14 semaines de vie. Maintenant, nous avons Célou Isidore qui dit merci pour la présentation riche d'informations. Ma question est à celle du précédent intervenant relative au coût-bénéfice de l'introduction de ce vaccin dans le contexte camerounais. Alors, sa question c'est, y a-t-il des études ayant été réalisées? Si oui, quel est en résumé les principaux résultats ayant motivé le choix politique? De plus, qu'en est-il de la pérennisation du financement de la vaccination anti-HPV au Cameroun? Dans certains pays ayant introduit ce vaccin, certains ont fait marche arrière dès que Gavi a arrêté les financements. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'interrogations en un, mais c'est donc la question de M. Célou Isidore pour ça. Oui, nous avons déjà eu l'expérience. Nous ne voulons pas greffer l'expérience qui vient de l'extérieur. Nous voulons consommer l'expérience camerounaise. En 2013 jusqu'à 2016, nous avons eu des tests. Nous avons eu l'innocuité, l'acceptabilité de ce vaccin dans des districts de santé pilotes. Je vous ai parlé de EDA et de Fumbani. C'est là où nous avons ramassé nos expériences. OK, merci pour ça. C'est là où nous avons vu que les parents, jusqu'à aujourd'hui, 2016, n'a pas encore eu de problème. Peut-être c'est très tôt, mais on suit toujours ces cohortes des enfants vaccinés. Donc, ce résumé de cette étude pilote, son innocuité est bon, son acceptabilité est bon, les effets indésirables sont minimes, et raison pour laquelle nous pensons qu'on peut monter à l'échelle avec cette vaccination. Il n'est pas venu de nouveau au Cameroun. On a d'expérience. Et depuis des années, ce vaccin se trouve dans les officines de pharmacie. Et beaucoup de femmes instruisent, vaccinent les enfants. Et nous avons beaucoup d'enfants, presque 4000 enfants vaccinés pendant cette période d'études. 4000 n'est pas 400. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un problème qui peut nous dire, peut-être le temps est court, mais les complications, à court terme, on n'a pas trouvé. Et ce vaccin n'a pas de complications à long terme, d'après l'étude que nous avons faite, une étude que nous avons lue aussi. Donc, les complications à court terme jusqu'à aujourd'hui, entre 9 ans et 4 ans, nous n'avons pas trouvé quelque chose. Bonjour. Oui. Avec raison. Est-ce que Mme Sandra peut couper son micro, s'il vous plaît? Mme Sandra, votre micro est activé. Mme Sandra, désolé. Vous pouvez continuer. L'hôte de la réunion peut couper le micro de Mme Sandra. OK, c'est fait. Alors, il y a une main levée, deux mains levées, Joseph Dora et Arthur Fidelis Metsapito. D'abord, Joseph Dora, vous avez la parole. Vous activez votre micro. Merci pour la parole. Je me fais entendre? Oui, oui. Je vous suis, oui. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Alors, professeur, ce n'est pas pour être pessimiste. Déjà, je vous remercie pour votre présentation sur les généralités. Et ça nous permet d'avoir des idées plus claires sur
le cancer en question. Mais sauf que, vous savez, nous sommes dans un contexte où il suffit juste qu'il y ait des rumeurs ou des informations qui passent, et même si l'action, elle est bonne ou elle est efficace, elle est directement mise en question. Alors, la question, c'est de savoir, vous avez dit qu'il n'y a pas de risques à court et long terme. Alors, depuis combien des années ce vaccin est en vigueur? Parce que c'est sur des expériences, il y a des personnes qui, après avoir été vaccinées, bon, c'est des parents déjà qui c'est des générations qui aujourd'hui naviguent dans les 50 ans. Alors, semble-t-il qu'à une époque, il y avait des vaccinations, justement, contre le cancer, mais presque toute cette génération avait de la difficulté à procréer. Je veux savoir, est-ce que ça a un rapport avec le vaccin présent ou bien ça n'a pas de rapport? Merci. OK, merci. D'abord, si vous êtes chrétien, vous savez que quand Jésus-Christ était avec nous sur le terrain, ce n'est pas tout le monde qui savait qu'il est Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de personnes qui n'imaginaient pas que Jésus-Christ pouvait être l'enfant d'un menuisier. Donc, on le voyait comme quelqu'un qui n'est pas Jésus-Christ. Donc, dans chaque pays, il y a des personnes qui sont contre la vaccination. Dans chaque pays. C'est pour cela que dans notre pays, on pense que ce vaccin va créer des choses qu'on n'a jamais vues dans le monde. Les gens vont parler de ce n'importe qui veut parler. La procréation a une relation étroite avec l'axe hypothalamo-hypophyse et gonade. Il y a une axe qui contrôle la possibilité de procréation. Il y a des reflux qui sortent de l'hypothalamus, hypophyse et gonade. Le vaccin n'a aucune relation avec ça. Le vaccin ne réagit pas au niveau de l'ovaire. Il n'a rien à faire avec votre hypothalamus. Il n'a rien à faire avec votre hypophyse. Donc, si la femme a des problèmes de procréation, ce n'est pas lié à la vaccination que Gardasil va faire. Aucune relation avec ça. Les personnes peuvent, avec la vie, vous avez des pathologies qui sont liées à l'âge. Vous êtes vacciné aujourd'hui et après quelques années, vous avez une pathologie qui devait être là. Qui devait être là. Si vous avez été vacciné ou pas vacciné, et il y a de rares personnes qui pensent que c'est le vaccin qui a fait ça. C'est-à-dire la femme qui est née aujourd'hui, peut-être elle a des syndromes de Rokitansky, quelque chose, il y a les ovaires qui peuvent développer, il a l'utérus qui peut développer, et Dieu a fait que c'est comme ça, c'est une malformation congénitale. Dans l'avenir, elle va trouver des problèmes de procréation et il va lier ça à la vaccination. Ce vaccin n'a rien à faire avec le système de reproduction. Ça va créer rien comme des problèmes de reproduction chez une femme. Son mécanisme d'action est totalement hors du mécanisme d'action pour contrôler, pour régler les possibilités de procréer. Donc, il n'est pas acceptable. Si des gens parlent comme ça, c'est des gens que vous devez les désinformer, les dire exactement ce que je veux vous dire là. C'est comme vous avez la voiture, vous avez le bateau, vous avez l'avion. Vous voulez aller en France. Les gens quittent ici pour aller passer dans le Sahara désert pour arriver en France. Ils sont arrivés par la voiture. Voici les routes. Vous voulez aller par l'avion, voici la route, par le bateau. Donc, chaque vaccin a son mécanisme d'action. Aucun de ces vaccins a quelque chose à faire avec le système de reproduction. Les récepteurs de ces vaccins ne se trouvent pas au niveau de l'ovaire, ni au niveau de l'hypothalamus, ni au niveau de l'hypophyse. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'a même pas lieu. Ces vaccins et la possibilité de procréer, et ces vaccins et les maladies qui vont arriver. Vous pouvez avoir votre cirrhose de foie, mais vous êtes vacciné à bas âge. Ce n'est pas le vaccin qui va faire en sorte qu'une fille va avoir de cirrhose. Ce n'est pas celui qui va faire que la femme va développer le cancer de l'ovaire.
Ce n'est pas beaucoup de choses comme ça, aucune relation. Donc, ça peut arriver qu'à l'âge, les pathologies qui devaient arriver à ton âge vont arriver, mais aucune relation avec le vaccin. C'est ça que je devais expliquer aux personnes qui pensent que ce vaccin va faire que la femme ne va plus procréer. Les facteurs de perturbation de procréation sont existants. Ils ne sont pas liés avec le vaccin. Vous pouvez être là où tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas assez de bonne qualité de spermatozoïdes. Ça va créer en sorte que tu n'as pas l'enfant. Est-ce que c'est le vaccin qui va arriver aux hommes pour qu'il ait une azoospermie, oligoasténospémie et tout ça, toutes ces aberrations qu'on trouve au niveau des spermogrammes? Non. Donc, il faut les dire qu'aucune relation. C'est quand je prends ma voiture, je veux venir au nord. L'avion va arriver là-bas. Est-ce que ma voiture va devenir un avion? Non. Il faut expliquer des choses comme ça pour qu'ils n'attachent pas une maladie, une pathologie, une situation par rapport aux vaccinations qu'elle a eues. Aucune relation avec ça. Et merci pour votre question. Je pense que c'est ça qui donne beaucoup de confusion sur le terrain. OK, merci pour ça, pour les éclaircissements. Je pense que nous allons prendre la dernière question, hein, qui est celle d'Arthur Fidélis. Arthur? Oui, bonsoir, professeur, et merci pour l'exposé. Bonsoir, Arthur. Oui. Allez-y avec votre question. Oui, professeur, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que c'est nous-mêmes les personnels de santé qui constituent un obstacle par rapport à l'acceptation de ce vaccin? Parce que même des professeurs comme vous aujourd'hui sont les premiers à se retrouver dans les plateaux de télévision pour donner des informations qui contredisent la volonté et la politique implémentée dans le pays. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est nous, personnel de la santé, qui constituons un obstacle? Nous ne parvenons plus à convaincre les parents à venir au niveau d'informations sanitaires pour se faire vacciner et faire vacciner les enfants. Et que pouvez-vous dire à cette catégorie de professeurs de médecine qui se liguent contre cette volonté-là? Merci. Je suis avec vous à 100%. Parce que la résistance que nous avons aujourd'hui, c'est la résistance qui sort même de nous des experts. Et c'est pour cela que j'avais fait un parable de Jésus-Christ quand il était ici avec nous. Ce sont les disciples, les personnes avec qui Jésus-Christ mangeait tous les jours, qui ne connaissent pas qui c'était Jésus-Christ. C'est eux qui vous ont vendu Jésus-Christ. Vous voyez, même les personnes que vous mangez avec, c'est eux qui ne comprennent même pas pourquoi vous avez choisi de faire quelque chose d'envergure nationale. Donc, vous êtes parmi ces personnels. Il faut que vous arborisez cette information à vos personnels. L'État digne de son nom, comme le Cameroun, ne peut pas importer quelque chose pour détruire ses enfants. Première chose. Et que si eux, ils ont des personnels qui ne voient pas de cancer du col, malheureusement, nous qui sommes là sur le terrain, qui voient qu'il y a des femmes dans notre vie, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et nous pensons que nous pouvons laisser la pratique de cancer du col comme une histoire qui doit être oubliée. Et qu'après nous, des filles dans l'avenir, 20 ans, 100 ans qui vont venir, vont présenter avec autre pathologie qui ne seront pas le pathologie de cancer du col. Il faut les dire comme ça, il faut les éduquer. Parce que les personnels de santé, ils ne voient même pas. Quand vous êtes personnel de santé, vous êtes peut-être un chirurgien, vous êtes peut-être un médecin interniste, vous êtes peut-être un pédiatre, vous ne voyez pas le cancer du col. C'est les gynécologues qui voient le cancer du col. Après avoir fait la médecine, d'abord c'est 7 ans de la médecine, après 4 ans de spécialisation, après 2 ans de sous-spécialisation, vous voyez des cas où tu ne peux rien faire. C'est comme tu prends ton diplôme pour aller brûler. Une jeune femme, 30 ans, vient nous voir avec le cancer inopérable. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je suis allé faire à l'école? Nous ne voulons pas qu'on soit embarrassé avec les situations de cancer du col. Il faut donc mettre fin au cancer du col. Il faut dire que nous sommes des personnels de santé, mais nous ne sommes pas habilités de voir la souffrance des femmes qui portent le cancer du col. Parce que chaque docteur a son métier. Je ne peux pas parler de problèmes de chirurgie au niveau des cerveaux. Les neurochirurgiens vont parler, je vais me taire, je vais me rester derrière. Mais voici des problèmes de gynécologues chevronnés comme nous, qu'on voit des cas, on ne peut rien faire.
Est-ce que je dois encore aller voir qu'est-ce qu'on peut? Est-ce que je dois m'aller m'asseoir dans mon village pour commencer à parler? Non, nous tous, il faut qu'on prenne ça au sérieux, que c'est quelque chose qu'on peut éliminer dans notre pays et il faut que chacun joue son rôle pour donner de bonnes informations comme je viens de vous donner. J'ai partagé mon expérience en tant que médecin qui voit seulement des femmes pour vous dire que moi, quand je vois le cancer de col, je n'ai jamais vu un cancer de col qu'on peut opérer. Je n'ai jamais vu. C'est parfois des femmes viennent avec des frottis cervicales qu'on voit, low grade, high grade. Tout ça, ce n'est pas un problème. C'est pour suivi. Parce qu'un high grade peut devenir un low grade peut monter à un high grade, ou un low grade peut disparaître. Mais ce n'est pas quand c'est ce qu'on appelle blown out cancer. On ne peut rien faire. Quand la fille a eu son high grade, ça peut prendre 20 ans pour que ça devienne un cancer. Mais ces 20 ans-là, elle est où? Elle est dans un sisongo, on ne connaît pas où. Elle va donc venir me voir quand elle commence à faire des écoulements malodorants, purulents. Et dès que tu passes ce spéculum-là, vous allez voir un col qui vous dit que professeur, tu ne peux rien faire, je te dépasse. Est-ce que je dois être là tout le temps? Au lieu de barrer ce cancer de col, il ne faut plus attendre que le cancer de col nous arrive à ce stade où on ne peut pas opérer. Voici le take-home message. Si vous parlez que ça, c'est la dernière, je vais vous donner mon take-home message, c'est-à-dire le message que vous devez aller partager dans vos communautés là où vous êtes. Si nous terminons avec ça, vous me dites comme ça, vous allez avec les key messages pour rentrer à la maison avec. Des messages clairs. Merci. Alors, merci, professeur. Avant de vous repasser la parole pour le mot de fin, nous allons passer la parole au secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, Dr Hassan Ben Bachir. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir Jean-Claude et merci au professeur pour cette riche présentation et les questions aux réponses de nos amis, et bien entendu avec toute son expérience et son éloquence. Je pense qu'aujourd'hui, on gagne à l'avoir comme invité. J'avoue qu'en tant que médecin, j'ai aussi été bluffé sur différents aspects qui ont été évoqués ici. Peut-être avant de clôturer, j'aimerais quand même rappeler un certain nombre d'informations. Tout à l'heure, j'ai vu des questions qui tournaient autour de la cible. Pourquoi les 9 ans? Je pense que le professeur a suffisamment répondu à cette question. Mais je dois dire que la porte n'a pas été fermée aux 9 ans pour rien, hein, parce que tout simplement, il faut le dire en dehors du fait qu'on pense qu'à cet âge-là, dans notre pays, c'est là où on va retrouver celles qui n'ont pas eu encore d'activité sexuelle. Mais il y a aussi une question de financement qu'il faut poser. Peut-être je revenais tout à l'heure sur la discussion autour du financement de la vaccination qui a été évoquée par un collègue, je pense notamment à Isidore Silenou. Le vaccin est aussi administré aux jeunes garçons. Dans certains pays comme l'Australie, par exemple, on vaccine les deux sexes. Et le vaccin ne concerne pas uniquement le cancer du col de l'utérus, il y a aussi d'autres cancers. Le prof l'a si bien rappelé. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, avec pourquoi pas? On peut avoir des cancers oraux, on peut avoir des cancers buccaux et même des cancers anaux. On n'a pas suffisamment insisté sur le fait qu'en dehors du cancer du col de l'utérus, il y a quand même une MST qui peut revenir dans le panel, notamment les condylomes accumulés pour lesquels justement ce vaccin-là est aussi efficace. Maintenant, en ce qui concerne le choix du vaccin, on ne cessera jamais de le dire. Le vaccin vient épouser une situation épidémiologique qui est connue. Il y a des sérotypes qui circulent dans notre pays. On ne peut pas aller regarder un vaccin, chercher un vaccin dont on est presque sûr que les germes ne circulent pas ici chez nous. Et pour introduire un vaccin, en dehors justement de l'ampleur du problème tel que l'a évoqué le professeur avec la situation épidémiologique, il faut quand même aussi évoquer non seulement la disponibilité d'un vaccin, parce qu'un vaccin, c'est des années de recherche. Il faut regarder les aspects logistiques. Est-ce que le pays a même justement de maintenir ce vaccin-là tel qu'il a été fabriqué dans les conditions pour lesquelles on voudrait qu'il soit efficace, notamment en termes de chaîne de froid et de capacité de stockage. Et pour introduire ce vaccin-là, il faut déjà penser à combien il coûte.
Combien est-ce qu'on va l'acheter? Est-ce que la santé économique du pays peut se le permettre justement? Maintenant, revenant justement à cette partie du financement, là, il faut dire que j'ai vu une question qui se tournait autour du retrait de Gavi des pays et puis la soutenabilité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne concerne pas uniquement le HPV, ça concerne tous les vaccins qui peuvent être cofinancés. Vous savez, le processus d'acquisition des vaccins obéit à deux modalités. Il y a des vaccins que le pays achète entièrement à 100%, et il y a des vaccins pour lesquels le pays bénéficie quelques appuis des partenaires, notamment Gavi. Et en général, pour les vaccins qui sont achetés normalement par le pays, je crois que ça, le problème ne se pose pas. Ça peut se poser justement pour des vaccins, par exemple, qui sont cofinancés, et, par exemple, ce HPV qui est cofinancé. Et on ne va pas quand même être en train de faire justement dans la santé économique ici, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut dire que si jamais il était, par exemple, donné au pays d'avoir plus de ressources, ce vaccin, par exemple, serait étendu à une tranche d'âge beaucoup plus grande. Pourquoi pas? Pourvu que, par exemple, on puisse respecter les principes du fait que si un enfant n'a pas été exposé, qu'il puisse recevoir ce vaccin. Et pourquoi pas aller au-delà justement du sexe, aller revenir peut-être sur la tranche d'âge de 9 ans, aller jusqu'à 13 ans, 14 ans. On sait qu'autour de nous, il y en a qui peuvent se le permettre. Mais comme l'a dit le professeur, le vaccin est disponible dans les pharmacies. Donc, quelqu'un qui a ses ressources peut très bien aller se l'acheter et protéger son enfant. En termes d'acceptabilité autour de ce vaccin-là par rapport à l'attitude du personnel de santé, je pense que le professeur est revenu dessus. C'est un problème pour nous, au problème, on pense que c'est un problème de formation. On sait tous que nous avons fait médecine, mais je ne suis pas sûr que le module de vaccination soit celui-là qui soit le plus prisé dans les études médicales et paramédicales. Et nous faisons des efforts aujourd'hui peut-être pour essayer de voir comment est-ce que cette vaccination-là ce module-là puisse vraiment faire partie de manière intégrale et soit intégré dans le volet formation pour que les uns et les autres puissent justement le maîtriser. Parce que quand on n'a pas été formé à la vaccination et à la vaccinologie, c'est très difficile d'en discuter. Et d'ailleurs, vous allez voir que tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la situation des plateaux télé où des professeurs viennent s'ériger en donneurs de leçons sur la vaccination, alors que ça ne relève pas de leur spécialité. Deux fois, certains n'ont même pas l'humilité de dire que non, mais la vaccination, ce n'est pas mon domaine. Et beaucoup, notre constat au sein du programme, c'est que beaucoup s'abreuvent sur les réseaux sociaux et finalement vont faire de la recherche sur le vaccin et la vaccination. Je termine mon propos tout simplement en disant que la vaccination, on sait à peu près quels sont ses bienfaits, on connaît ses faits d'armes, on sait que la vaccination a apporté quelque chose dans la réduction de la mortalité infantile dans ce pays-ci. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va la remettre en question. Le professeur l'a dit, il y a des gens qui pensent autrement, mais ils sont minoritaires pour ma part, parce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, pour ce HPV, quelle est la demande? Ce vaccin, dès son introduction le 12 octobre dernier, beaucoup se l'ont arraché. Il y a même des aides de santé qui nous rappellent pour dire que leur stock a été épuisé. Donc, c'est pour dire que finalement, il y a beaucoup de gens qui font de bruit autour justement de ce HPV, mais il y en a des milliers et des milliers qui en demandent et qui veulent se protéger contre justement le col de l'utérus et les condylomes accumulés. Merci Jean-Claude, j'espère avoir fait le tour de la question. Et une fois de plus, merci pour sa disponibilité à nous accompagner justement dans ces activités d'information. À vous. Merci, Dr. Hassan. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Nous sommes rendus à 15h passées de 28 minutes. Ce que nous souhaitions, c'était de finir ce webinaire à 15h30. Nous allons repasser la parole au professeur pour son mot de fin. Peut-être quand même en rappelant cette question, si ça peut rentrer dans ce mot de fin-là. Les adjuvants aluminiques dans le garde d'asile animent les débats sur les risques du vaccin. Quel message pouvez-vous nous donner? Elle est Dancel Emmanuel Songo. Donc, professeur, vous avez la parole pour le mot de fin. Merci beaucoup, Napani. Le message clair est que il faut que nous donnons l'information
qui donne l'avantage à la prévention des cancers du col dans notre pays, et que c'est une pathologie vraiment qui est maintenant touche même les jeunes femmes à bas âge de 25 ans qu'on ne trouvait ça pas. Avant, on pensait que c'est le cancer de femmes à l'âge avancé. Et que nous pouvons prévenir cette maladie au lieu de le traiter, parce que les personnes qui ont eu la formation pour traiter le cancer du col sont vraiment très peu nombreuses dans notre pays, et que ça ne cause pas de problèmes. Que notre expérience qui date depuis 2013 n'a pas montré des effets immédiats ou intermédiaires, mais nous continuons à suivre des filles qui ont été vaccinées, ça fait 9 ans. Et à investir une grosse somme d'argent pour qu'on puisse utiliser ça dans notre pays pour prévenir le cancer du col. Et que aussi le pays ne peut pas faire venir quelque chose qui va détruire sa population de femmes. Et que c'est une bonne pratique, que cette vaccination sera additionnée dans la gamme de vaccins qui existent dans notre vaccination de routine, et que les filles peuvent aller là-bas à leur temps, au protéines, pour aller se faire vacciner, et qu'il faut des doses qui est espacées entre 6 mois. Et même si la fille a oublié, même en 14 mois, on peut toujours le vacciner. C'est l'information que je pense que vous pouvez aller avec. Vous avez eu l'information claire à travers nos paroles. Maintenant, c'est à vous. Je vous remercie pour tous qui a eu cette possibilité de rester attachés à nous pour que nous pouvons vous passer cette information. So thank you very much for everybody that has participated. We keep on working to change the history of cancer of the cervix in our country. It's going to be a very big achievement if all of us put our hands together and tie the loose ends that people don't know much about the cervical cancer in this country. Thank you very much. See you next time. Merci. Merci professeur, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont laissé de côté leurs occupations pour se connecter à ce premier webinaire parce que ce sera une série. Bon, on retient quand même quelques éléments importants, que ce cancer du col de l'utérus existe et il est mieux de le prévenir que de le traiter. Et le vaccin IA sera introduit au programme élargi de vaccination depuis le 12 octobre 2020 et c'est un vaccin sûr, efficace et gratuit. Nous remercions nos panélistes, Dr Hassan Ben Bachir et professeur Mbou, en rappelant que le prochain webinaire aura comme thème engagement communautaire pour la vaccination anti-HPV. Collaborer au niveau local et obtenir l'adhésion des populations. Nous aurons comme principal intervenant M. Kondi Dominique. Ce sera le vendredi 20 novembre prochain et dès 14h. Nous voulons rappeler à tous les participants que d'ici là, les liens seront partagés. Chacun qui le recevra devra à son tour partager à toute sa chaîne de contact. Sur ce, merci à tous et très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Félicitations depuis Betareoya. Merci beaucoup. Merci et bravo à l'équipe d'organisation. Merci. On peut ouvrir nos caméras. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai reconnu le bureau de M. Napani. Et moi, j'ai reconnu la voix. Bonsoir. Bonsoir. J'ai vu Arthur là. Oui, bonsoir. Amadou Rufao. Bonsoir. Gavli. Oui, bonsoir. Docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Napani. Bonsoir, SPA. Oui, bonsoir, docteur Salom. Bonsoir, SPA. Bonsoir. L'équipe de SPA est là. Oui, je vois le SP. Annie et Raoul, bonsoir.
On est en nombreux, je peux demander à tout le monde d'activer. Félicitations. Pour la photo de la famille, est-ce qu'on peut mettre tout le monde à l'écran? Ah, je sais pas si c'est pas Ok. Merci à tous. On se dit à vendredi, non? Vendredi 20 novembre, 14h. Non. Ah, mais tu as qui sont là? Bonsoir, Bokolo. Dr. Singh, votre micro est fermé. Salut Gavli! Comment ça va? Oui, ça va très bien. Arthur, salut! Ok. Madou, bonsoir. Bonsoir, docteur! Et encore quel webinaire, comme tu es champion là. Docteur Sengé, ça va? J'ai donné les mains aujourd'hui. Surprise! We are together. We are together. Bonsoir, docteur. C'est fini, non? Les gens qui sont ici là, je vais terminer la réunion. D'accord, termine la réunion là-bas, termine. Nous, on vous salue depuis la cité d'or, Betareoya. La cité d'or, on est à Betareoya. Arthur, qu'est-ce que tu fais là-bas à Betareoya? Bonsoir. La continuité des services de vaccination en contexte Covid. On est en train de former des... Ouais. Il faut continuer de nous envoyer la vaccination. Envoie-nous le feedback. Iris! Bravo, Bassista! Ah, mais pourquoi vous décidez de faire le temps? Avec le docteur. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Voilà. Napani. Elle fait quoi? Et sur la traille, on est tout maquillé. Regardez comment je suis heureuse. Napani. Oui. Merci. Donc, c'est comme ça que tu parles comme un journaliste. Massa et... Il est d'abord quoi? C'était quoi? C'était une émission radiophonique. Il est né dans la potion là, comme Obélix. Ah, tu n'oublies pas de nous envoyer les images. D'accord. Ok, ce sera fait. Docteur. Je suis à la maison, c'est Gavli. Merci. Ok. Merci, Gavli. Oh, bébé, ça va? Gavli, on a rendez-vous des gangs. Gavli, tu dois les gangs à Dr. Iris. Gavli, tu me dois les gangs. Il n'y a pas de souci, on vous envoie ça. Tu connais non, ce que je dis là? Il n'y a pas de souci. Non, mais les critères. On se comprend, ça s'appelle. Ouais, il n'y a pas de souci. J'ai une idée. Ça, c'est les bébés, c'est possible. Ouais, c'est la forte délégation. Ça, c'est